Voilà, je remercie d'abord l'Université de Liège pour l'organisation de ce colloque qui tombe malheureusement à point nommé après la situation catastrophique que nous avons connue au mois de juillet. Mais je vais un petit peu changer d'optique puisque je vais vous parler maintenant de l'impact des sécheresses sur la navigation, mais de manière générale, puisque tout est lié sur la gestion de l'eau sur les voies hydrauliques. Alors, je vais donc vous faire un petit rappel rapidement du réseau des voies navigables et surtout de ses enjeux. Je vous parlerai ensuite de l'impact des sécheresses sur la navigation. Je vous parlerai ensuite des différentes actions qui sont déjà en cours au niveau des voies hydrauliques pour se préparer à ce changement climatique et à ces impacts de sécheresse. Et également un cadre plus général sur le schéma régional des ressources en eau, qui est une vision plus globale sur la région wallonne. Alors, un petit rappel sur le réseau des voies navigables. En Wallonie, nous gérons environ 450 km de voies navigables qui représentent à peu près 7% du transport de marchandises en Wallonie, ce qui correspond globalement à 2 millions de camions qui ne circulent pas sur la route et qui ne participent donc pas au dégagement de CO2. Donc le transport fluvial reste le transport le plus écologique, si je puis dire, au sein du réseau. Pour information, nous avons un trafic qui est plutôt stable pour le moment, qui est en légère augmentation sur le transport des containers depuis 2013. Et ce qu'on constate également, c'est une augmentation du nombre de bateaux, donc des bateaux, mais qui sont de plus en plus grands. Par contre, le trafic en lui-même diminue. On a une espèce de compensation des bateaux plus grands, mais moins de circulation. Pour rappel, en termes d'enjeux économiques, environ 35% du transport fluvial correspond à de l'exportation, 25% de l'importation, 33% c'est du transit, ce qui montre l'importance des voies navigables au sein de la région ici au nord-ouest de l'Europe, donc en connexion avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Majoritairement, ça reste du transport de matériaux de construction à raison de 40%. Et à côté de ça, nous avons 4 secteurs de transport assez importants, de l'ordre de 10% chacun, métallurgie, produits agricoles, pétrole et engrais. On est dans un milieu assez concurrentiel au niveau du transport et qui est fortement dépendant de la conjoncture mondiale. Il suffit de penser à la métallurgie qui était le plus important au niveau du transport fluvial il y a quelques années et qui s'est fortement écroulé, en particulier dans la région liégeoise. Mais ça veut dire que nous avons un réseau des voies navigables qui est sous tension, qui doit être absolument adapté et pouvoir assurer un service le plus continu, le plus disponible possible. En rappelant que la navigation est fortement encouragée en région wallonne, puisqu'actuellement les coûts de navigation sont de 0 € la tonne pour encourager le transfert vers le fleuve. Évidemment, on ne peut pas parler de navigation sans hydrologie, puisque forcément, jusqu'à preuve du contraire, il faut de l'eau pour pouvoir naviguer. Alors là, il faut évidemment rappeler que nous avons essentiellement 2 districts hydrographiques en Wallonie, la Meuse bien sûr et l'Escaut. Nous avons des fleuves importants, bien sûr, la Meuse et la Sambre, ici sur le bassin versant de la Meuse, et sur l'Escaut, essentiellement des axes sur l'Escaut en lui-même et la Lys, avec toute une série de canaux qui connectent ces bassins. Donc, la gestion de la navigation est à la fois une gestion d'ouvrages de franchissement, donc des écluses, ascenseurs, plans inclinés, etc., mais aussi de la gestion de l'eau. L'un ne va pas sans l'autre, et la gestion de l'eau passe par des ouvrages de régulation. Si on prend une vue tridimensionnelle du réseau des voies hydrauliques, entre la Meuse et l'Escaut, vous avez toute une série de canaux et de bassins qui connectent l'ensemble des fleuves. Évidemment, pour cela, et je vais prendre l'exemple du canal Charleroi-Bruxelles, on est sur Liège, mais vous allez voir que ça a un impact également sur Liège, ici le canal entre Charleroi et Bruxelles.
on a en fait toute une série d'ouvrages de régulation qui permettent d'amener l'eau vers les parties centrales, les parties les plus hautes des canaux, via notamment des stations de pompage. Donc la navigation impacte directement un enjeu économique qui est de la consommation assez importante, on parle en millions d'euros, de pompage pour pouvoir alimenter, surtout en période sèche, ces différents canaux. A contrario, on a aussi des ouvrages qui permettent de distribuer l'eau dans certains endroits vers l'aval, comme ici par exemple en aval du plan incliné Tronquière, où là on en profite pour produire de l'électricité, qui en plus dans ce cas-ci est en partie de l'énergie verte. Comme nous manquons également d'eau, nous avons des barrages réservoirs, et en particulier depuis la fin des années 70, les plus grands réservoirs de Wallonie, qui sont les ouvrages du complexe de l'Odeur, qui représentent au total à peu près 80 millions de mètres cubes d'eau, qui permettent de soutenir la Sambre ici, ou le canal Charleroi-Bruxelles, en cas de manque d'eau. Nous en profitons également pour produire de l'électricité, faire du pompage, etc. Donc, également sur la Sambre, on produit également un petit peu d'hydroélectricité. Simplement pour vous montrer qu'ici, la navigation a un impact économique en termes de production d'énergie verte et de coûts de pompage. Sachant également que vous avez d'autres impacts, vous avez d'autres besoins en eau, comme des besoins industriels, pour différents processus et également des mesures, des débits environnementaux, par exemple ici sur le canal pour alimenter un ancien canal qui est une zone Natura 2000. Voilà, on a différents ouvrages donc, qui ont comme des barrages réservoirs, des stations de pompage, des centrales hydroélectriques sur le réseau. On va un petit peu se braquer maintenant sur les enjeux socio-économiques de la navigation et des aspects annexes sur la Meuse. La Meuse, entre la frontière française et la frontière néerlandaise, c'est 15 barrages et écluses. C'est pratiquement autant de centrales hydroélectriques. Sur l'ensemble du cours, pratiquement tous les sites sont aujourd'hui équipés, donc de l'énergie verte. C'est également, et c'est très important, un important prélèvement d'eau potable à Taillefer en amont de Namur, qui dépend de Vivaqua et qui alimente Bruxelles, je vais y revenir. Mais c'est également des besoins industriels, et notamment la centrale nucléaire de Thiange, qui a besoin d'eau pour refroidir sa grosse chaudière que sont les trois centrales. Se rajoute à ces enjeux socio-économiques des enjeux environnementaux de plus en plus importants qui sont des débits nécessaires pour la qualité de l'eau, pour maintenir une certaine qualité de l'eau et toute la biodiversité qui est derrière. Par exemple, vous avez la migration du saumon et de l'anguille, qui notamment est fixée par des directives européennes, qui implique pour que les poissons puissent remonter l'eau des échelles à poissons qui ont une certaine consommation d'eau, et également pour qu'ils puissent descendre de l'eau au-dessus de certains de nos barrages pour éviter qu'ils ne passent par les centrales hydroélectriques et terminent en sushi. Et nous sommes aussi maintenant confrontés à des règles, ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Par exemple, ici en aval de Liège, nous sommes obligés de maintenir un débit plutôt vers la Meuse que le canal Albert, pour des raisons simplement écologiques, pour que le poisson prenne sa bonne route de migration et évite de se perdre dans le canal Albert. Ça impose donc des règles de gestion des débits. Je vous ai dit, l'enjeu de la potabilisation est important. Le plus grand captage d'eau de surface en Wallonie est à Taillefer, qui alimente Bruxelles. Il faut savoir qu'à peu près 37% des eaux captées, que ce soit souterraines ou de surface en Wallonie, vont vers la Flandre et Bruxelles. Donc il y a un vrai enjeu interrégional au niveau de nos eaux. Également, nous avons évidemment des barrages réservoirs et nous en avons 4 qui servent aussi de réservoirs en eau potable, avec eux-mêmes d'autres besoins, d'autres objectifs comme la rétention des crues, comme de la production hydroélectrique, etc., qui peuvent entrer parfois en conflit avec cette gestion de l'eau. Alors, en aval de Liège, on a aussi un enjeu géopolitique très très important, c'est que l'eau se distribue vers le canal Albert d'une part vers Anvers et d'autre part via le canal de Albert puis le canal de Lannay vers la Meuse et vers le port de Rotterdam. Et là,
nous avons également à respecter des contraintes de gestion de l'eau pour des raisons économiques et surtout environnementales, avec les Pays-Bas et la Flandre, qui ont, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, la gestion de l'eau en aval de Liège. Il y a des stations de pompage, centrales hydroélectriques, etc. C'est compliqué. Mais il faut savoir qu'il y a un traité entre la Flandre et les Pays-Bas qui existe à répartition de 50% chacun des eaux dès que l'autre franchit la frontière de la région wallonne. C'est important à savoir, cet enjeu international est vraiment essentiel parce qu'il faut comprendre que la Flandre consomme de plus en plus de l'eau potable sur le canal Albert, donc de l'eau qui vient de chez nous en grande partie, et les Pays-Bas aussi consomment beaucoup d'eau potable à partir de la Meuse. Dernier enjeu que je dois citer, c'est aussi évidemment tous les enjeux touristiques liés à nos voies d'eau, que ce soit des loisirs, de la pêche, du tourisme fluvial, bien sûr. En bref, en résumé, nos voies hydrauliques sont à la fois, bien sûr, la voie de transport, la voie du transport le moins polluant. C'est une zone d'activité économique, c'est un milieu vivant, c'est une ressource d'eau potable, c'est une source d'énergie verte. C'est une source d'eau pour différents processus industriels. C'est aussi un lieu de récréation, de loisirs. Et je pense aussi important de dire que c'est un lieu sociétal où il est toujours, je pense, on est souvent identifié, on s'identifie souvent au fleuve près duquel, ou la rivière près laquelle on vit. Bref, c'est un enjeu environnemental majeur, et également socio-économique, multisectoriel, multidisciplinaire pour la Wallonie et les zones limitrophes, et un atout conséquent pour le développement durable wallon. Tout cela nous dépend évidemment de l'eau. Donc ça nous amène vraiment au cœur du sujet, c'est cette forte dépendance à la ressource en eau. Et donc je passe maintenant vraiment au cœur du sujet, qui est l'impact des sécheresses sur la navigation et au-delà. Alors, je ne suis pas climatologue, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, mais on l'a vu, on va vers un climat plus chaud, avec des conséquences en hiver, avec des hivers plus chauds, peut-être un peu plus de pluie, les scénarios sont variables, on l'a entendu. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura moins de neige et probablement moins de recharge des nappes. En été, là, c'est beaucoup plus clair. On l'a observé de 2017 à 2020, 4 années successives de sécheresse, donc des étés plus chauds, avec des sécheresses plus longues, plus intenses. Moins de pluie continue et plus de pluie convective, donc plus de pluies brutales, des orages. Évidemment, bien sûr, les événements extrêmes, donc les pluies intenses, on ne va plus en parler, et bien sûr les sécheresses. Alors, l'impact sur la navigation, c'est la période d'étiage. L'étiage, c'est l'impact de la sécheresse, qui se produit généralement plusieurs semaines après. C'est la période des basses eaux, qui traditionnellement a lieu plutôt de septembre à mi-novembre. C'est clair que le dérèglement climatique nous annonce une aggravation des sécheresses, avec donc une augmentation de celles-ci, de leur durée, de leur fréquence, de leur intensité, qui en plus risque de s'accumuler d'année en année, vu l'impact sur les nappes. Voilà, bon, je souffre également des décalages dans le PowerPoint, donc avec forcément une certaine pression sur nos ouvrages de régulation, sur les voies navigables, les stations de pompage, les barrages, etc., qui vont être de plus en plus sous pression pour pouvoir assurer les différents objectifs qu'on a précités. Avec le risque de prendre, comme on l'a fait ces dernières années, des mesures conservatives sur le terrain, c'est-à-dire par exemple regrouper les bateaux aux écluses pour moins consommer d'eau. Ce qui a un impact sur l'attractivité de l'eau, ça ralentit le trafic, donc c'est un impact modéré mais existant. On peut aller jusqu'à un risque supérieur qui est la réduction des tirants d'eau. Donc les bateaux doivent être moins chargés, c'est beaucoup plus rare, mais c'est un impact là très important sur la navigation. Et in fine, le risque le plus important, évidemment, c'est les arrêts de navigation. Juste un exemple, c'était là en 2011, j'aime bien montrer cet exemple parce qu'il est très très clair avec une crue en début d'année, puis vraiment une très longue période de sécheresse. Et c'est la dernière fois que nous avons eu des impacts importants sur le canal Albert, en l'occurrence, qui a perdu pendant plusieurs semaines son niveau de flottaison normal pour la navigation. À 60 mètres, il est descendu jusqu'à 1 mètre sous flottaison, ce qui a impacté Liège de Ivoramais jusqu'à l'écluse de Genk en Flandre, c'est-à-dire tout le port de Liège, où là on a eu des fortes limitations des cargaisons et donc un impact important sur la navigation.
Ça n'a pas été le cas ces dernières années, parce que la Flandre a investi sur des stations de pompage sur le canal Albert qui ont permis de compenser ça, mais qui ont eu des coûts pour la Flandre assez importants. À côté de ça, ici c'est l'évolution de l'offre, de la disponibilité de l'eau. À côté de ça, nous avons donc une évolution en termes de besoins, donc la demande. Et celle-ci va croître. D'abord, il y a une demande plus importante sur la navigation, puisqu'on est en train, par exemple, de construire une nouvelle écluse à 9000 tonnes à Amps-Saint-Neuville, donc une écluse plus grande, donc besoin de plus d'eau. Point très important, c'est qu'on est en train de passer de 1350 tonnes à 2000 tonnes sur ce qu'on appelle la dorsale wallonne, qui relie Namur à Tournai via différents canaux, où nous allons dédoubler des écluses, passer à des écluses de 2000 tonnes. Tout cela pour rendre évidemment la voie plus attractive, en liaison notamment avec ce qu'on appelle le projet Seine-Escaut vers Dunkerque et Paris, qui permettra, on espère, d'avoir plus de navigation, de plus grandes écluses, donc forcément plus d'eau nécessaire. On a également des projets dans le même cadre sur l'Escaut avec le dédoublement d'écluses. Et un autre aspect qui est lié à tout ça, à l'attractivité de l'eau, c'est qu'on envisage en aval du Trilogie Port à Hermal sur le canal Albert de rehausser différents ponts, plusieurs ponts, pour pouvoir tout simplement naviguer avec plus de conteneurs. Actuellement, nos bateaux sont limités à lits de 3 conteneurs, mais passer à 4 conteneurs, donc avoir une voie encore plus intéressante. Mais donc tout cela participe à une augmentation des capacités de franchissement, une augmentation des gabarits. On envisage également, dans le cadre d'un schéma qui s'appelle le schéma régional de la mobilité, de construire de nouveaux points nodaux, c'est-à-dire de connexion entre la voie d'eau et par exemple le chemin de fer ou le transport routier, pour rendre encore la voie d'eau plus attractive. Et également, nous avons aussi des projets réglementaires pour autoriser par exemple des navires autonomes qui pourraient présenter un autre type de transport, par exemple il y a la logistique. En bref, nous avons une sorte d'amélioration de l'offre et de l'activité et de l'attractivité, donc augmentation du trafic et évidemment l'aggravation du risque de stress hydrique. En termes de besoins futurs, pour l'énergie, probablement qu'on va arrêter le nucléaire, enfin théoriquement en 2025, mais est-ce qu'on ne va pas aller vers de nouvelles centrales thermiques qui vont aussi consommer pas mal d'eau? Turbines gaz-vapeur, il y en a qui consomment peu, il y en a qui consomment beaucoup. Des questions se posent à ce niveau-là. L'hydroélectricité, c'est plus simple, là pratiquement tout est équipé, donc il y a peu de développement encore possible. Par contre, se pose la question de la rentabilité. Le stress hydrique fait dire à ces exploitants des centrales hydroélectriques, est-ce que ça vaut encore la peine d'exploiter? On a de moins en moins d'eau, donc il y a une question importante qui se pose à ce sujet-là. Ils sont pour le moment plutôt dans des objectifs d'optimisation de l'existant pour rendre leurs centrales plus rentables. Puis un autre point qui n'est pas du tout anecdotique, qui est une demande qui se présente de plus en plus, c'est les data centers. Les data centers, ça emploie très peu de personnes, mais ça consomme énormément d'eau. Ils ont besoin de beaucoup d'eau de refroidissement, dont, et c'est assez logique, une très forte évaporation dans le CLUD. Et là, nous avons plusieurs projets pour le moment en Wallonie. Et puis, il se pose toute une autre série de questions quant à l'évolution des besoins. Quid avec le changement climatique, des débits les plus faibles, d'une réduction des vitesses sur la biodiversité, sur les débits réservés? Quid des températures sur l'eau en elles-mêmes? Ça risque d'avoir toute une série de questions. Qu'en est-il de la potabilisation? Est-ce qu'au contraire, va-t-on plutôt vers une réduction des besoins avec des changements sur la consommation? C'est des questions qui se posent. L'agriculture, qui aujourd'hui représente très très peu en termes d'utilisation des eaux de surface ou dans les cours d'eau, comment va-t-elle évoluer? Est-ce qu'on va demander plus d'irrigation parce qu'il fait plus chaud, ou est-ce que plutôt les cultures vont évoluer? Les barrages, aujourd'hui, la question a été au cœur de l'actualité ces dernières semaines. Est-ce qu'on va nous demander finalement d'avoir plus de réserves de disponibilité pour contenir les inondations et quelque part avoir moins de réserves d'eau? Et tout ça doit s'inscrire dans une politique internationale et interrégionale. Quelle sera l'évolution des besoins en aval? Quelle sera l'évolution des usages en amont? Est-ce que la France va avoir besoin de plus d'eau? Et qu'en est-il aussi des directives européennes? Il y a une directive inondation, mais est-ce qu'un jour il y aura une directive qui nous impose des choses au niveau de l'usage de l'eau? Il y a plein de questions qui se posent, et donc de faire finalement la balance entre l'offre et la demande en termes d'eau.
Il ne faut pas procrastiner, il faut se poser les bonnes questions, mais on ne peut pas échapper à une approche multisectorielle qui est à la fois hydrologique, environnementale, économique et sociétale. Alors, quelles sont déjà des réponses qu'on peut apporter? Les voies hydrauliques que je représente aujourd'hui ne sont pas inactives et nous avons notamment déposé en 2020 un schéma stratégique de résilience des voies hydrauliques à l'horizon 2050. Alors, il y a beaucoup de sujets là-dedans, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste mettre le focus sur quelques points sur lesquels nous travaillons actuellement, qui sont vraiment en lien avec la gestion de l'eau. Alors, en commençant par ce qui a l'air tout à fait stupide, mais c'est tout simplement que la première chose à faire, c'est économiser l'eau. Et notamment sur nos voies navigables, c'est tout simplement des investissements en termes de fuite. On a énormément de fuites sur nos ouvrages. Ça représente parfois 1 à 2 mètres cubes par écluse, ce qui fait 150 000, 160 000 mètres cubes par jour. Donc c'est vraiment très important. Donc là, il y a des besoins en termes d'étanchéification. Il y a en termes de précision des mesures, souvent on est riche en Wallonie en termes d'eau sur les voies navigables jusqu'à présent, et on n'était pas à 1 mètre cube près. On se rend compte qu'on doit aller de plus en plus vers une précision des mesures, par exemple les lames d'eau sur les barrages. Donc il y a toute une série de mesures, d'études qui sont faites actuellement pour essayer d'améliorer justement, d'avoir les mesures les plus précises pour arriver à au plus juste calcul des débits. Bien sûr, les dragages, ça reste indispensable. Si on ne drague pas, on va devoir maintenir évidemment nos niveaux d'eau les plus hauts possibles, et surtout en cas d'étiage où on risque de descendre le tirant d'eau, forcément on aura moins de marge de manœuvre. Donc ça reste absolument indispensable. Et puis alors on a très gros travail en cours sur l'exploitation, c'est ce qu'on appelle le projet PEREX 4.0. dont le premier objectif est d'augmenter l'attractivité du transport fluvial et le deuxième, optimiser la gestion des ressources en eau. Également, les aspects de gestion des risques et de rationalisation des moyens humains, je ne vais pas le mettre trop en évidence, et qui également a permis de construire une infrastructure dédicacée à l'exploitation des voies hydrauliques en connexion avec le réseau autoroutier et routier au centre PEREX. Ça, c'est le nouveau bâtiment à Dossou. En termes de grands objectifs sur les voies hydrauliques, il y a vraiment 2 silos. Il y a un silo sur la navigation à proprement parler, avec la coordination du trafic fluvial et de la télécommande des ouvrages de franchissement. Et le deuxième silo, c'est la gestion de l'eau, avec la gestion hydrologique et la télégestion des ouvrages de régulation. Le tout étant évidemment interconnecté avec différents aspects télécom et maintenance assez importants. En termes de coordination du trafic fluvial, c'est assez simple, si on peut dire, c'est de tout simplement avoir une vision complète et temps réel des différents bateaux sur l'ensemble du réseau, et derrière avoir un gestionnaire du trafic qui lui va permettre de suivre en temps réel les différents bateaux sur l'ensemble du réseau et de préparer les écluses et d'éviter d'avoir une mauvaise consommation des eaux, donc permettre d'anticiper et de gagner en volumétrie, en gestion des volumes. Juste pour information, la plus grande écluse du réseau, c'est l'écluse de Lannay à la frontière néerlandaise. Chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle une bassinée, on consomme 80 000 mètres cubes. C'est colossal. Bien sûr, il y a des stations de pompage et tout ça, mais donc il faut essayer de gérer ça au mieux. Quel impact, évidemment? Ça permet de fluidifier le trafic, de réduire les attentes pour les bateaux et également d'avoir une moindre consommation de carburant avec un trafic plus régulé. Et bien sûr, c'est l'objectif, ou également une réduction de la consommation d'eau. L'autre aspect, je ne vais pas trop détailler, mais c'est de passer d'un mode de gestion locale des écluses vers une gestion décentralisée, soit à partir de PEREX avec de la télécommande d'écluses. Pour le moment, on en teste une depuis un peu plus presque 2 ans maintenant, à Salzines sur la Sambre, et également éventuellement des postes décentralisés, de nouveau pour avoir une gestion plus dynamique de la navigation, mais aussi en visant une navigation 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas pour le moment partout, ce qui aura aussi un impact positif sur la gestion de l'eau. Alors, en termes justement de gestion de l'eau à PEREX, dans le projet PEREX, nous avons le transfert de l'hydrologie opérationnelle, observation, prévision, etc.,
que je n'ai pas détaillé, mais également un point essentiel et crucial, c'est maintenant d'aller au niveau de la gestion hydrologique, d'aller vers une meilleure gestion, une meilleure prévision des basses eaux, donc des étiages, en intégrant de nouvelles données, des données satellites, les modèles climatologiques, des données sur les eaux souterraines, pour avoir vraiment des prévisions sur le moyen terme, de l'ordre de 15 jours, et aussi des scénarios sur le long terme, à 3 mois, pour pouvoir, via des outils d'aide à la décision, de pouvoir anticiper. Donc ça, c'est un des grands projets en cours dans PEREX. Et l'autre projet en cours, c'est l'optimisation à la fois de la gestion de répartition des différents volumes d'eau en fonction des différents objectifs, associé à ça tout ce qui est aspect notamment de coûts et bénéfices, coûts d'exploitation par exemple pour les stations de pompage, donc des aspects d'économie et de bénéfices en production d'électricité verte. Et en fait, c'est passer d'un mode actuel qui est surtout un mode de gestion locale des ouvrages vers un mode de gestion centralisée avec une vraie vision globale sur l'ensemble du territoire. Et actuellement, nous sommes en train de développer une salle de permanence où on aura vraiment des opérateurs à terme 24 heures sur 24 qui, grâce à différents outils, vont pouvoir décider quelles sont les manœuvres idéales pour ne pas perdre de l'eau et pour vraiment la répartir de la manière la plus utile possible sur l'ensemble du réseau. Ça, c'est le seul point un peu plus spécifique et scientifique de ma présentation. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais derrière tout ça, on est en train de développer ce qu'on appelle un modèle d'optimisation, donc qui en fait, sur base d'une simplification via un modèle conceptuel de l'ensemble du réseau hydraulique, va faire tourner des millions de scénarios de prévisions hydrologiques, de scénarios de manœuvres d'ouvrage pour essayer de trouver les manœuvres optimales à renvoyer vers le terrain. Donc ça, c'est vraiment aller vers une stratégie optimale de contrôle des ouvrages et avoir ce genre de poste. L'outil s'appelle Oryx. C'est de disposer en fait avec les agents permanenciers d'outils de prévision, d'observation, cet outil d'optimisation qui renverra à terme des commandes ou des consignes vers les différents ouvrages. La première phase du projet est prévue en 2022. Alors, ça, c'était l'optimisation. Je vous ai parlé d'économie avec la maintenance, je vous ai parlé d'optimisation de l'eau. Maintenant, il y a aussi la résilience, donc l'anticipation. Et là, nous sommes au cœur du sujet également, lié au changement climatique. Nous avons lancé cette année un appel d'offres pour une grande étude d'évaluation des besoins d'adaptation des voies hydrauliques à l'horizon 2050 et au-delà, dont les objectifs, c'est d'abord de faire un état des lieux de cette balance entre l'offre et la demande actuelle sur les voies hydrauliques, mais aussi de quantifier de manière hydrologique, cette fois-ci, les scénarios de prévision climatologique à l'horizon 2050 et donc jusqu'à 2100, à la fois sur les voies hydrauliques, mais y compris sur les grands barrages, en visant clairement, dans ce cadre-ci, les sécheresses. Donc c'est vraiment transformer l'impact de la hausse de température en ressources en eau. Et l'autre point, c'est l'autre point de la balance, c'est une évaluation des besoins futurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les différents secteurs qui concernent les voies hydrauliques, et surtout, à terme, de proposer des pistes de solutions, des pistes de solutions sans tabou. Donc ça peut être rehausser des barrages, de nouveaux barrages, connecter des ouvrages, transférer de l'eau d'un bassin à l'autre, ou d'autres mesures, ou simplement dire pour la navigation, par exemple, il faudra bien accepter que X jours par an, on ne peut pas naviguer, donc tout ça doit être évalué, et ce marché a ces objectifs-là. Marché qui est d'ailleurs cofinancé par l'Europe, dans le cadre de ce qu'on appelle les mécanismes d'interconnexion, donc c'est lié au transport essentiellement, et normalement on est en cours d'attribution, de choix des candidats, et donc on espère débuter dans quelques mois et terminer l'étude en décembre 2014.
C'est un point essentiel. Autre aspect également sur lequel on travaille, c'est les aspects réglementaires, et notamment un point qui devient de plus en plus critique, c'est les aspects de prise d'eau. On a sur nos voies hydrauliques beaucoup de prises industrielles. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de contraintes, comme de nouveau on avait assez d'eau, etc. On ne se tracassait pas trop. Je prends l'exemple ici d'un data center, je ne donnerai pas le nom, vous irez voir sur votre moteur de recherche, qui a déjà certaines impositions environnementales liées à l'utilisation de l'eau, le permis, mais ils sont en train ils souhaitent passer on parle ici de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'eau nécessaires par jour pour refroidir leur data center, donc 75% seront évaporés. Là maintenant, ce type de demande est soumise à des restrictions potentielles. En cas d'étiage, nous avons, en fonction de différentes périodes de retour de débit, on va limiter, voire interdire la prise d'eau. À côté de ça, ils auront aussi des redevances parce qu'ils sont parfois installés sur des biefs de canaux ou qui sont alimentés par pompage, et donc il y a un coût aussi pour amener l'eau. L'objectif étant cette fois-ci d'avoir un bon cadastre de l'utilisation de l'eau sur nos voies d'eau, d'avoir un contrôle et aussi de se poser la question jusqu'où peut-on aller? Parce qu'à un moment, il faudra bien qu'on dise non, il n'y a plus d'eau disponible. Et derrière tout ça se cache un point essentiel en cas de sécheresse, quid des priorités. Et là, on passe dans un autre schéma qui est beaucoup plus global, c'est le schéma régional des ressources en eau, qui lui concerne toute la région wallonne, qui est la suite d'un schéma de ressources en eau numéro 1, qui visait uniquement la distribution d'eau potable et d'ici 2030 d'avoir un réseau complètement adapté, de ne plus avoir des zones de distribution isolées, donc vraiment connecter les différents réseaux. Et le schéma régional des ressources en eau 2.0 qui a débuté il y a quelques mois, lui justement intègre le changement climatique, notamment pour l'eau potable, mais s'étend à tous les usages de l'eau et parle justement de l'adéquation offre-demande. Voilà, ça c'est le schéma dans toute sa globalité. Il y a l'évaluation de la disponibilité de la ressource, ça c'est notre projet pour 2024, mais il y a également ici la priorisation des usages de l'eau et d'avoir un cadre réglementaire qui finalement va nous dire, en fonction de la situation des eaux, qu'est-ce qu'on va privilégier. Si on est tous d'accord que l'eau, la salubrité publique est la priorité, qu'en est-il de la navigation par rapport à Internet et data centers, l'énergie, etc. Là, il faut un cadre légal. Et ça, nous sommes en train de travailler dessus. C'est un sujet évidemment assez complexe. Voilà. En attendant, nous avons quand même une cellule sécheresse qui se réunit en cas de crise, qui est pilotée par le Centre régional de crise, qui surtout s'est réuni depuis 2000. Qui a été mobilisé la première fois, je pense, en 2020, et maintenant, sauf cette année évidemment, mais qui va se réunir régulièrement pour essayer de gérer les priorités, mais on est hors cadre légal, donc c'est sur base de consensus entre les différents utilisateurs qu'on gère l'eau. C'est une solution qui fonctionne pour le moment, mais on n'a pas encore connu cette situation hyper critique où il va falloir faire des choix stratégiques. Là, il nous manque le cadre légal. Voilà, je termine, j'espère dans les temps. Mes conclusions sont un peu des portes ouvertes, mais c'est incontestable que le changement climatique, il est là. On a évidemment des extrêmes qui sont de plus en plus récurrents, plus intenses, et bien sûr, entre autres en sécheresse. Les besoins en eau risquent fortement d'augmenter dans les années qui viennent. La navigation ne doit pas se voir toute seule, il y a tous les usages des voies hydrauliques, et c'est clair qu'on sera sous pression. Il est indispensable donc d'aller vers une stratégie multidisciplinaire avec tous les aspects sociétaux, économiques, environnementaux, etc., avec surtout des solutions qui sont sur le long terme. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on on nous propose des solutions sur le court terme, sur la législature, parler d'investissements qui seront peut-être réalisés qu'en 2040, 2050, c'est très très difficile dans les mentalités, mais il faut se pencher là-dessus. Il faut se mobiliser avec des engagements budgétaires et des ressources humaines associées. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes sur les scénarios, mais voilà, il faut s'y préparer, il faut se mobiliser dès aujourd'hui. Merci à tous.